Mesdames et messieurs, amis de Zone Franche, s'il est un fait majeur à inscrire en lettres d'or dans le livre syndical de l'année 2021 qui tire inexorablement vers sa fin, c'est bien cette confiance que lui ont renouvelé les militants. Anselme Mamoussou reconduit à la tête de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin pour un mandat de 5 ans. Un bureau de 27 membres, un bilan qui a forcément séduit les délégués des syndicats de base, mais de nombreux défis qu'impose la nouvelle forme de lutte syndicale. Le syndicalisme ne s'accommodant plus de grève à tout va ou de grève sans service minimum. La CSA Bénin aura fait de ce congrès extraordinaire une occasion pour célébrer, mais aussi évaluer ses notes de perles. 30 années de lutte syndicale, autant dire que la CSA Bénin s'est greffée et nourrie à la démocratie béninoise. Une démocratie qui fait ses petits pas avec des réformes majeures qui ne sont pas sans faire grincer les dents. La lutte devra opérer une reconversion du mouvement syndical pour renforcer le pouvoir social des travailleurs. La CSA Bénin l'aura compris. Allusion faite ainsi au thème central des travaux du Congrès. Pourquoi reconvertir le mouvement syndical? Est-ce un choix libre ou une imposition née de la nouvelle forme de revendication syndicale projetée par les réformes en cours? L'actualité syndicale est également nourrie par cette crise des aspirants au métier d'enseignant. La CSA Bénin nous dira si elle a une position et peut-être même une thérapie face à la menace qui pèse sur les aspirants grévistes, lesquels ont dû surseoir au mouvement de boycott annoncé tambour battant. Ce numéro de Zone Franche se propose de passer à la loupe le bilan des 30 années de lutte syndicale de la CSA Bénin pour la satisfaction des intérêts des travailleurs, tant du public que du privé. Anselme Mamoussou, bonjour. Bonjour Herman. Bienvenue sur Zone Franche et sur les chaînes de radio partenaires dans le centre et le nord du pays. Nous sommes dimanche 19 décembre 2021. Wahab Alikbara, bonjour. Bonjour Herman Anyambosso. Anselme Mamoussou, bonjour. Bonjour Wahab. Bienvenue dans Zone Franche. Herman disait dans son introduction tout à l'heure que vous avez été reconduit à la tête de la CSA Bénin. Comment les choses se sont passées? C'est à travers un congrès, notre 7e congrès, et que nous avons tenu le 17 décembre dernier. Et à l'issue du congrès, lorsqu'il s'est agi donc de susciter les candidatures au poste de secrétaire général, je me suis retrouvé seul volontaire. Et donc le congrès m'a plébiscité par acclamation, sur la base certainement du bilan que nous avons présenté et de ce que nous projetons pour le rayonnement de la Confédération. D'accord. Vous avez présenté un bilan, dites-vous. Qu'est-ce qui a séduit en vérité les militants pour que Anselme Mamoussou, bien que seul candidat, doit-je dire, n'est-ce pas, soit reconduit? Écoutez, en 2016-2017, lorsque mon équipe et moi prenions les rênes de la Confédération, nous sommes très tôt, nous avons très tôt décidé de nous retrouver pour faire, disons un peu, le diagnostic des maux de la CSA Bénin. C'est ça. Et à l'issue de ce diagnostic, nous avons choisi de nous doter d'un plan stratégique pour les 5 ans. Pour ceci dit alors à Dieudonné Lokossou. Oui, personnel aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et nous avions donc 3 axes prioritaires. L'axe prioritaire numéro 1 que nous avions appelé renforcer la culture syndicale à travers la formation des membres, à travers la recherche syndicale au service de l'action syndicale, à travers les partenariats que nous devions renforcer, un certain nombre de choses importantes à faire. L'axe 2, c'était l'efficacité de l'action syndicale. C'est comme ça que nous l'avions appelé. Et pour cet axe-là, nous avions projeté de faire une communication plus professionnelle au niveau de la Confédération, de lui donner de la visibilité à travers la création d'un site web qui devait être vraiment vivant et dynamique, etc. Et l'axe 3, c'était ce que nous avons appelé le financement de l'action syndicale. Parce que vous savez qu'une mission, c'est des moyens, bien entendu, et que les travailleurs du Bénin ne cotisent pas beaucoup. Donc, il fallait que nous soyons, disons, autonomes financièrement pour avoir pleinement notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs d'argent. Et aujourd'hui, le vendredi, nous avons présenté justement le bilan par rapport à ces 3 axes prioritaires. Oui. Et le bilan, il n'est pas mal. Même si nous devons considérer que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. En 5 ans, nous avons formé plus de 1800 militants de la CSA Bénin à travers tous nos départements et toutes nos structures. Comparé aux autres mandats, peut-on parler de record? Oui, c'est un record pour l'instant. C'est un record parce que nous avons réussi au cours du mandat
à transporter la Confédération des bureaux vers le terrain. Ça a été vraiment une stratégie de proximité avec les militants. C'est une forme de dématérialisation. Oui, si on peut l'appeler ainsi. En tout cas, on n'était plus la Confédération dont on entendait parler de loin. Je crois avoir fait plusieurs fois le tour du Bénin avec notre petit bus de la CSA Bénin, avec mon équipe, où nous étions vraiment constamment sur le terrain. Nous avons renforcé l'effectif. Nous avons renforcé l'effectif des affiliés de la CSA Bénin. En 2017, nous étions autour de 130 syndicats de base affiliés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 180 syndicats de base affiliés. Donc, beaucoup de syndicats ont rejoint la CSA Bénin en regardant simplement ce que nous dégagions en termes donc, de rayonnement. Nous avons aujourd'hui une présence concrète dans l'ensemble des départements. Depuis 3 ans, 4 ans maintenant, 4 ans, nous sommes présents dans tous les départements représentés avec des unions départementales qui fonctionnent vraiment à pleine mesure. Nous avons réussi à faire de la promotion de la femme une réalité. Nous sommes passés autour de 20% de femmes dans nos instances à 40% de femmes aujourd'hui, à l'instant de la CSA Bénin. Nous avons renforcé le partenariat avec nos amis à l'extérieur, des partenariats que nous avions perdus, mais que nous avons réussi à restaurer. Et aujourd'hui, nous avons donc ce rayonnement-là à travers ce partenariat également. Je voudrais insister sur, la question de l'autonomie financière. Ouais. Quand vous faites une comparaison de 2017 à 2021, nous avons multiplié les ressources de la Confédération par 4. Je crois que ça également, ça a compté dans l'appréciation que les camarades ont pu avoir de notre bilan et de notre mandat. Et enfin, je voudrais dire que ce dont nous sommes le plus fiers aujourd'hui, c'est que quand vous regardez la CSA Bénin, vous regardez les militants de la CSA Bénin, vous les écoutez, vous avez des travailleurs aujourd'hui qui se sentent membres d'une confédération, qui sont prêts à défendre partout. Il y a cette fierté de l'appartenance à une confédération qui est affichée partout, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Quelques années, vous aviez des militants qui rasaient le mur, qui ne voulaient pas s'afficher, parce que nous avons réussi à imposer, disons, un type de syndicalisme qui apparaît, qui détonnait au départ, mais qui aujourd'hui est copié par l'ensemble des forces syndicales dans notre pays. Nous avons gardé cette foi-là et cette conviction-là qu'il fallait faire les choses autrement. Que le syndicalisme doit cesser d'apparaître comme l'homme qui est là pour tout casser, avec qui on ne peut pas discuter, qui est bruyant, grossier, etc. Que nous pouvons rester dans la courtoisie, développer les valeurs humaines et quand même obtenir des résultats. Parce qu'on a besoin de discuter justement pour obtenir des résultats. Est-ce à dire que l'ancienne méthode que vous dénoncez, qui détonnait, la CSA Bénin qui détonnait avant, est-ce que vous pensez que cela a montré ses limites, cette méthode-là? Oui, absolument. Vous savez, on était un peu comme des géants au pied d'argile. Ça, c'est la réalité. C'est ça. Vous couvrez souvent nos activités. Il y a quelques années, et encore plus aujourd'hui, vous voyez cette confédération dans un pays. Cette confédération, ce sont les fêtières d'un pays en matière de syndicalisme qui invite à une manifestation à la Bourse du Travail et la cour n'est pas remplie. Un syndicat, vous savez, les relations professionnelles, c'est une question de rapport de force. Ça, c'est vrai. Et donc, si vous ne pouvez même pas montrer que vous êtes recruté par votre base, et quel est le muscle que vous voulez bander, que vous voulez montrer? Et nous en étions là. Il y a eu plusieurs combats que nous avons perdus, lamentablement. Mais il y avait une recette qui fonctionnait, c'était que, il fallait crier le plus fort. Il fallait, dès qu'on avait une caméra, un micro, il fallait tempêter, menacer, même si on n'était pas sûr de mettre les menaces à exécution. Et donc, cela a montré effectivement ses limites. Vous savez, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que nous n'avons plus vraiment cette grande messe de négociation qui tenait en haleine le pays lorsqu'on devait voter le budget, où les travailleurs réussissaient à obtenir 2%, 3% d'augmentation de salaire. On n'a même plus ce genre de rendez-vous depuis plusieurs années. Et on a tendance à croire que tout était bien avant et que tout est mal aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Ceux qui sont dans les syndicats savent très bien ce qui se fait. Ce que nous avons évité, en tout cas au niveau de la CSA Bénin, c'était qu'on nous impose un mimétisme pour espérer imposer un leadership. Du copier-coller. Vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que je l'ai déjà dit ici plusieurs fois que chacun exerce un mandat avec son tempérament
ces expériences sont félines. On a besoin de copier autrui pour réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage syndical béninois, la voix de la CSA Bénin compte. Je ne parle pas des résultats que nous avons au plan général quand je prends toutes les confédérations et tous les syndicats. Mais aujourd'hui, cette crédibilité, nous avons réussi à l'obtenir, à l'imposer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans le secteur privé, dans les entreprises, le syndicat est vu comme un mal par les employeurs. Et pourtant, nous, au niveau de la CSA Bénin, nous réussissons à aller dans les entreprises, à travailler avec les entrepreneurs, à installer des syndicats, à installer des structures, à obtenir des employeurs qu'ils payent la formation syndicale pour les employés. C'est une performance quand on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises avec la toute-puissance des employeurs. Donc, je crois que c'était important à dire. Et un autre point important, vous me permettez de le dire rapidement. Allons-y. C'est le rayonnement de la Confédération au niveau international. Quand vous faites la liste des instances au niveau régional, sous-régional, où la CSA Bénin siège, je crois que c'est une prime donnée à la qualité du travail de ce que nous faisons à l'interne. Je donnerai quelques exemples. Au niveau de la CSI Afrique, la CSA Bénin siège en tant qu'auditeur interne de la Confédération syndicale internationale Région Afrique. Les travailleurs africains sont représentés au niveau de ce que nous appelons le comité de suivi des accords de partenariat ACPU à Bruxelles. Et votre serviteur, ma modeste personne, est le seul travailleur africain qui représente l'ensemble des syndicats africains dans ce comité-là depuis 2 mandats. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel on a démarché. Tout dépend de l'appréciation que les gens ont de votre leadership. Et je pense que de ce point de vue-là, les congressistes l'ont compris et ont voulu que l'équipe continue. Vous avez évoqué les 3 axes prioritaires. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'axe inachevé au bout de ce moment? Non, tout n'a pas été fait. Loin de là, tout n'a pas été fait. Vous comprenez très bien qu'on a fait des efforts. Il y a des chantiers sur lesquels nous avons échoué, malheureusement, malgré les efforts qui ont été faits. Et ça également, on n'a pas omis de le présenter aux camarades. Je crois que ça également, ça a pesé dans la balance parce qu'ils ont estimé que nous connaissons un peu la maison, nous avons entrepris des chantiers et que c'est plus facile donc de nous laisser voir ce que nous pouvons encore apporter sur les différents chantiers qui sont restés en suspens. Et quels sont les chantiers qui ne font pas, je dirais, votre fierté? C'est les chantiers sur lesquels vous-même vous dites avoir échoué. Je parlerai d'abord du fonctionnement des fédérations. Quand on parle de confédération, c'est un regroupement de fédérations. Et au départ, nous avions l'ambition de faire fonctionner correctement les fédérations pour que tout ne repose pas sur l'exécutif de la confédération. Parce que la structure syndicale, c'est les syndicats de base qu'on regroupe par secteur au sein d'une fédération. C'est comme ça qu'on a la fédération de l'éducation, fédération de la santé. Nous n'avons malheureusement pas réussi à faire fonctionner pleinement les fédérations. C'est déjà un chantier qui reste ouvert pour nous. On n'a pas réussi à créer les grands regroupements dans les secteurs. Quand je prends le secteur de l'enseignement, de l'éducation seul, nous avons au moins une 40aine de syndicats de base, qui sont de petits syndicats de base, qui ont besoin de travailler ensemble, de se mettre ensemble. Notre ambition était de les convaincre de faire des regroupements sur la base d'un accord entre organisations. Sur ce chantier-là, vraiment, nous n'avons pas réussi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous contribuons à l'atomisation du mouvement syndical. Et c'est un autre chantier qui nous attend pour le mandat qui s'ouvre. Alors, Anselme Amoussou, élu pour un autre mandat, sous quel signe vous le placez? Je voudrais placer ça sous le signe du renforcement de notre leadership, du leadership de la Confédération, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. Le mettre sous le signe de la restructuration à l'interne. Nous avons besoin de changer l'image du syndicat. L'image du syndicat que se fait employeur, gouvernement et l'opinion publique. Pour cesser d'être regardé comme uniquement des nuisances, des adversaires, des ennemis qu'il faut abattre. Nous avons besoin d'améliorer le jeu des acteurs du dialogue social. Nous avons besoin d'avoir des arguments et de préparer les arguments. Nous avons besoin de faire fonctionner pleinement notre centre de recherche, par exemple. Parce que quand vous avez... Je vous donne un exemple. Vous allez à une négociation où vous demandez une augmentation du salaire de 20%. Et comme quelqu'un le disait hier, votre seul argument, c'est de dire que la vie est chère.
Et ça s'arrête là. Ça s'arrête Vous n'avez là. rien à développer. Voilà, vous n'êtes pas syndicaliste, vous n'êtes pas allé à une négociation avec ça, uniquement ça. Nous avons besoin de montrer à notre interlocuteur que nous maîtrisons ce dont nous parlons. Donc voilà, ce qui peut nous permettre d'avoir les bons arguments, c'est d'avoir de la recherche, de faire intervenir les personnes qui s'y connaissent pour avoir les bons arguments sur les chiffres. Parce qu'on parle de technique, on ne parle pas uniquement de crier, de jouer, de vocifération. On a besoin d'apparaître aux yeux de l'autre comme un dialogueur pertinent qui peut apporter un plus à sa gouvernance. Il y a des arguments qu'il défend. Voilà, donc je mets ça un peu sous le signe de la continuité, des réformes à l'interne, parce qu'on a besoin de ces réformes-là pour remobiliser la troupe. Ce qui nous arrive dépend en grande partie des faiblesses que nous avons montrées à ce que j'appellerais notre partenaire ou notre adversaire en face. Donc on a besoin de gommer ces faiblesses-là, et le nouveau mandat qui s'ouvre devrait nous permettre d'aller vers cela et de faire en sorte que quand on parle de partenaires sociaux, que cela puisse avoir effectivement un contenu aux yeux du gouvernement, aux yeux des employeurs. D'accord. Alors, dans votre plan pour le mandat qui s'achève, vous avez parlé, dans votre plan stratégique, si je dois le dire, vous avez parlé du financement de l'action syndicale. Est-ce à dire que vous avez travaillé à mener, je dirais, les syndiqués à contribuer davantage? Oui, nous avons le meilleur taux de cotisation, de collecte des cotisations aujourd'hui, même si ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais il y a un effort. Parce que Béninois n'aime pas entendre que de sa poche on doit soustraire quelque chose. Exactement. Mais on a juste besoin de rigueur. Nous avons fait de la rigueur, nous avons fait de la sensibilisation, de la pédagogie. Et aujourd'hui, de façon spontanée, vous avez beaucoup de syndicats qui viennent eux-mêmes payer leurs cotisations annuelles. C'est pas la faute des organisations, c'est d'abord les militants eux-mêmes qui ne payent pas. Mais au niveau de la confédération, ce sont les syndicats de base affiliés qui viennent payer. Tant qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne reçoivent pas les moyens de leurs militants de base, ils ont du mal à payer. Et notre stratégie est en train de payer aujourd'hui progressivement et nous devons pouvoir renforcer cela. Vous avez parlé, c'était le thème central du congrès extraordinaire, le 7e, c'est de la reconversion du mouvement syndical pour renforcer le pouvoir social des travailleurs. Pourquoi une telle thématique? Qu'est-ce qui va changer alors fondamentalement dans la manière dont la CSA procède à des revendications? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'opinion publique, les travailleurs, vis-à-vis du syndicat, c'est qu'ils développent non plus de l'indifférence aujourd'hui, ils développent du cynisme vis-à-vis des syndicats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien vu par l'employeur, vous n'êtes pas bien vu par ceux qui doivent vous faire confiance. On a un problème. Ce problème-là, si un syndicat ne comprend pas qu'on doit agir pour corriger, c'est qu'on va continuer de sombrer. Regardez, toutes nos revendications sont liées uniquement au salaire, aux primes, aux indemnités. Oui. Et c'est comme ça qu'on nous regarde. Quand je parle de syndicat à un parent d'élève, il me regarde comme celui qui empêche son enfant d'aller en classe normalement. Ou bien il me regarde comme celui qui empêche son enfant d'avoir les soins dans les centres de santé. Nous devons pouvoir être conscients de ça et comprendre qu'il y a des choses que nous devons revoir dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que vous êtes perçus dans l'opinion, n'est-ce pas, comme des gens qui bloquent l'exécution d'un plan de travail d'un État central. Exactement. Et quand on est conscient de ça, il faut agir. D'où ce que nous avons appelé, par exemple, réformer. Il faut accepter de réformer. Nous ne pouvons pas... Regardez, les thématiques actuelles du monde du travail ne peuvent pas rester uniquement corporatistes. Les ODD, quel est le syndicat qui peut en parler dans notre Bénin? Quand vous prenez un programme, une politique de développement, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, quel est le syndicat qui peut en parler avec pertinence? Nous avons passé notre temps à gérer les urgences. Nous sommes tout le temps sur la défensive. Nous sommes dans la réaction. Au lieu d'être dans l'anticipation, d'avoir, des propositions alternatives pertinentes. Dans le débat que nous avons avec un employeur, lorsqu'un employeur finit par vous regarder comme quelqu'un qui veut contribuer à la performance de l'entreprise, il vous traite autrement. Et donc, ça, nous devons pouvoir le faire. Ça passe pas de petits riens, de petites choses. Regardez, on est allé dans une entreprise où dès que le syndicat est né, l'employeur a tout mis en œuvre pour les abattre. Au point où les quelques travailleurs qui avaient accepté d'être militants ont commencé à reculer. Pas se rétracter. Pas se rétracter.
Évidemment, on dit dans notre langue que dès que le boulot est menacé, ne demandez pas aux gens d'être courageux. Voilà. Et nous avons conseillé à ce syndicat de travailler pour rester attractif aux yeux de l'employeur. Des petites banderoles que le syndicat a commencé à mettre à l'entrée, par moment, pour appeler, pour exhorter les militants, les employés à être à l'heure au boulot, à être assidus, à faire correctement son travail. Ça a commencé par changer le regard de l'employeur. C'est ce que j'appelle réformer. L'employeur se voit accompagné. Se voit accompagné. Parce qu'il est tellement puissant qu'il peut vous virer à tout moment. La loi sur l'embauche lui permet beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, vous devez agir et comprendre que vous êtes héritier d'un passé syndical qui ne nous rend pas forcément service sur tous les plans. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que je fais à mon niveau pour changer la donne? Et non pas rester braqué et considérer que c'est facile pour nous. Je le disais encore aux camarades la dernière fois, c'est facile pour moi, Anselme, d'apparaître comme le bon général qu'on applaudit. Vous savez comment ça se fait? Je prends 2 semaines où j'interviens dans la presse, je vous mets en contribution sur les réseaux sociaux, je critique l'employeur, le gouvernement, ça ne vaut rien, sur tel sujet ils n'ont rien fait, les AME c'est du jamais vu, c'est d'une connerie, etc. Et du coup, mes militants, les travailleurs m'applaudissent. Voilà celui qui insulte bien l'employeur. Voilà. Mais quand je le fais, je ne le fais que pour ma gloire personnelle, pour ma visibilité. Mais si je suis dans l'objectif, dans l'optique d'être utile pour les miens, je dois faire en sorte d'améliorer l'ambiance avec l'employeur. Tout ce que vous décrivez là, Anselme Amoussou, c'est quand même des habitudes qui sont changées, alors qu'on nous a dit que les habitudes ont la peau dure. 30 années de lutte syndicale, est-ce que vous voulez dire donc on a passé 20 ans où vous êtes à votre premier mandat, second mandat? Non. Est-ce que ça dit qu'on a passé 20, 22 ans à aérer, ou à tromper les syndiqués, ou à faire les luttes syndicales autrement? Non, Herman, ce que je veux dire, c'est que lorsque le contexte change, vous devez vous adapter. C'est ça. Le syndicalisme que l'on faisait il y a 30 ans n'était pas dans le même contexte. Vous imaginez, il y a quelques années, on n'avait pas de contractuel. On n'avait pas d'AME. Vous finissez les études, vous êtes directement engagé dans la fonction publique. Donc, les occasions de lutte pour avoir des avantages pour les travailleurs étaient légion. Et donc, on pouvait être mobilisateur pour la cause syndicale. Aujourd'hui, les solutions pour le travailleur sont plutôt individuelles, de plus en plus individuelles. Donc, les occasions pour faire les luttes communes sont de plus en plus rares. Parce que le taux de chômage est passé par là. Parce que la contractualisation est passée par là. Parce que les privatisations sont passées par là. Parce que les réalités d'aujourd'hui sont là. Et si vous, en tant que... Il faut donc changer de méthode. Il faut changer de méthode. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, là où avant vous pouviez très facilement mobiliser 1000 travailleurs pour mettre la pression sur un employeur, si vous n'êtes plus en mesure aujourd'hui de le faire pour des raisons diverses, est-ce que vous allez rester braqué, passer votre temps à apparaître comme celui qui crie, qui gueule, qui insulte, être applaudi, mais finalement quand les travailleurs vous demandent mais qu'est-ce que tu as obtenu? Je n'ai rien obtenu, j'ai juste insulté. Ce que j'appelle, c'est du réel syndicalisme, si on peut parler comme ça. Je suis prêt aujourd'hui, et moi je l'ai déjà fait. Vous savez, un travailleur, un militant, qui a commis une faute lourde, qui devait être, comment vous dites ça? Radié, licencié. Oui. Nous sommes allés vers le DG. Si je veux rester dans le syndicalisme que vous décrivez là, c'est que quand je vais là, je fais du syndicalisme. Je fais le syndicalisme. Je crie, je menace le DG. Si jamais tu le renvoies, ça va chauffer. Oui. Je sais très bien que je n'ai aucun moyen de faire chauffer quoi que ce soit. Oui. Mais je vais quitter là. Votre moyen n'est que verbal. Voilà. Alors que le militant qui m'a sollicité, il attend qu'on le sauve son emploi. Moi, s'il faut que je me mette à genoux, parce que là, il ne s'agit pas du syndicat, il s'agit de plaider. S'il faut que je me mette à genoux pour faire fléchir le DG, je le fais. Sans aucune gêne. Pour son bonheur, pour le bien de parce qu'il n'y a aucune caméra qui va me montrer à genoux. Aucune caméra. Je veux un objectif. J'ai réussi à avoir le DG. Je peux sortir de là et venir vous dire que moi, je lui ai fait la pression, je l'ai menacé, qu'il a cédé. Ça, c'est moi qui le dis.
C'est ce que j'appelle le réel. Nous devons faire le syndicalisme qui regarde l'objectif, qui ne perd jamais de vue l'objectif. Parce que quand on perd de vue l'objectif, on passe à côté. Et ça donne des résultats, hein, ça donne des résultats vraiment dramatiques pour les militants et pour les travailleurs. Oui. Je ne vais pas citer d'exemples, mais on en a vu récemment encore. Oui, avec les AME, on va en parler d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Même avec la radiation des camarades de qui se parlaient composés pour l'évaluation. Mais avant, comment Anselme Amoussou est vu à la bourse de travail quand il succède à un Dieudonné Lokossou qu'on connaissait, tonitruant, bien bouillant et autres? Comment on en est arrivé à s'adapter à un Anselme Amoussou quelque peu doux et silencieux, pour ne pas dire trop calme? Oui, Anselme Amoussou était vu comme le mauvais syndicaliste, parce qu'il n'ayant pas le tempérament pour. Le syndicaliste qui aime trop dialoguer, qui aime trop discuter et qui ne veut pas taper du poing sur la table. De moins en moins, je suis vu comme ça, heureusement. Parce que les recettes qui étaient les miennes, vous êtes à la bourse du travail tous les jours, sont copiées aujourd'hui. Sont copiées aujourd'hui. Par qui? Par l'ensemble des forces syndicales dans notre pays. La CSABN est devenue une école où vient puiser... Non, je ne dirais pas une école, mais je pense qu'on a été pionnier sur bien des sujets, sur bien des aspects de l'action syndicale que nous demandons aujourd'hui. Et je peux citer des exemples de personnes qui partagent la même vision que moi au niveau de la bourse du travail. Quand je prends la CETB, le SG, comment il s'appelle, Bachabi, c'est une école syndicale aussi, hein, en matière d'idées, en matière de stratégie. Donc, nous avons quand même, disons... Vous avez laissé exprès Noël Chedarit, la causerie avec qui vous collaborez d'ailleurs très bien? Non, il ne fallait pas incapaciter tout le monde. D'accord. Il ne fallait pas citer... Noël n'a pas mon tempérament. Vous savez très bien que Chedarit, c'est plutôt bouillant aussi. Oui. Donc, mais on arrive quand même à travailler ensemble, à comprendre que nous devons faire les choses autrement. Oui. Vous savez, je pense que ce qui est en train de changer la donne au niveau de l'image ou de l'opinion qu'on a de la mousse en scène, c'est que je n'ai pas été perturbé par les critiques. Oui. Parce que j'ai cette conviction-là, et je l'ai toujours, que on ne peut pas continuer de suivre l'ancienne voie. D'accord. On doit pouvoir tempêter quand on est sûr de pouvoir réussir. On ne peut pas tempêter rien que pour tempêter. Et nous devons toujours faire en sorte de regarder le résultat que nous voulons obtenir. Oui. Donc, moi, les critiques qui sont liées à votre méthode, ça ne me dit pas grand-chose. Vous l'avez dit, voilà. La nouvelle donne, c'est qu'il y a des contractuels, il y a des aspirants également, et la dernière actualité, c'est bien que des aspirants ont menacé d'aller en grève. Il y a eu des mesures pour les suspendre, et ils ont dû surseoir également à leur mouvement de grève. Quelle est la lecture que la CSABN fait de cette actualité-là, en même temps la thérapie et la société que vous préconisez? Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que la question de l'aspirana, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, pour moi n'est pas un scandale. C'est ça. Parce que à chaque époque, chaque gouvernement essaie d'inventer la solution à un problème. On a déjà connu dans ce pays, sous le président Kérékou II, la préinsertion. Puis on a connu les stages. On a connu les contrats. Donc, quand vous regardez dans l'absolu, ça peut être une bonne solution théoriquement. Oui. C'est dans la mise en œuvre que nous avons des problèmes. C'est ça. Donc, c'est ce que je dis, hein, c'est ça le syndicalisme intelligent dont je parle. Vous voulez rencontrer un gouvernement qui vous invente une solution aspirant. Ce qu'il faut faire, c'est de dire, OK, c'est intéressant. Mais comment peut-on mettre cela en œuvre? Là, il vous écoute et vous faites les propositions. Comment mieux mettre ça en œuvre, par exemple? C'est leur donner un contrat plein. Parce que ce n'est pas dit d'une république, d'un service public qui offre 9 mois sur 12 à des gens qui travaillent quand même pendant les vacances pour préparer l'année suivante, qui ont les tâches que les autres ont en tant que contractuels ou permanents. Donc, les 9 mois, c'est la mauvaise manière de mettre le truc en pratique. Et nous étions en discussion avec le gouvernement pour obtenir une amélioration tout au moins 12 mois sur 12. Malheureusement, le mouvement des aspirants, pour moi, pas été une erreur de stratégie. De leur part des aspirants. Oui. Vous savez, il faut que nous arrêtions de faire les mouvements de grève pour voir ce que ça donne.
Nous devons C'est-à-dire pour tenter le régime. Tenter, non, on doit arrêter. Parce qu'à chaque échec, nous plongeons davantage le syndicalisme. D'abord, dans un premier temps, les aspirants ont eu l'intelligence d'inventer le bandeau rouge. Moi, j'ai applaudi. C'était génial. Parce que ça ne les mettait pas en danger vis-à-vis de leur emploi, mais ça leur permettait de communiquer. Oui. Les enfants leur demandaient, mais pourquoi le bandeau? Ils expliquaient. Et ça avait commencé à perturber des chefs d'établissement. Moi, j'en ai vu, j'en ai écouté. Puis brutalement, vous allez en grève. Alors que vous savez que l'employeur vous a fait un contrat de 9 mois. Votre emploi est totalement précaire. Deuxièmement, vous savez que le même employeur a une liste qu'on appelle base de données. Ce n'est pas difficile pour lui de vous remplacer. Oui. Et vous êtes nombreux d'ailleurs. Et dans la base de données, il y en a encore nombreux qui attendent, qui tapent tous les jours à nos portes pour dire « aidez-moi à y aller ». Vous ne pouvez pas dans ces conditions. Les conditions ne sont pas réunies pour un mouvement de grève. Il fallait attendre, patienter. Mais je comprends. Il y a certaines confédérations qui les ont poussés pour leur montrer que bon, vous pouvez, mais finalement, voilà le résultat que ça a donné. Doit-on dire qu'ils ont été sacrifiés dans ce sens? Non, peut-être que les gens ont cru que en ça ce pouvait donner combat-là quelque chose. sans regarder les conditions. Cela étant dit, je voudrais quand même m'adresser au gouvernement pour dire qu'une grève doit être vue comme un appel au dialogue. C'est un cri de cœur souvent la grève pour un travailleur. C'est un appel pour dire viens, Reloué, viens, on veut discuter, je veux parler avec toi. Et donc la grève doit être vue autrement par le gouvernement. Parce que lorsque vous empêchez les gens de s'exprimer, vous ne vous rendez aucun service. J'ai l'habitude de dire que le silence peut être foudroyant pour une gouvernance. Le silence des travailleurs, le silence de toute la couche de la société peut être fatal. Parce qu'on va finir par dire, bon, il faut faire, on va voir. Quand tu deviens, il faut faire, on va voir. C'est pas bon pour toi. Donc, vous avez pris les mesures pour que les camarades renoncent à leur mouvement. Il est temps maintenant que le gouvernement respecte l'engagement qu'il a pris devant les confédérations en disant, je veux évaluer l'aspirana avec tous les acteurs pour voir quelles sont les corrections qu'il faut apporter. C'est ce qu'on nous a répondu. C'est ce que le ministre Abété nous a répondu. C'est ce que le ministre du Travail nous a répondu. C'est ce que le ministre des Finances nous a répondu. Je suppose que c'est le gouvernement qui est dans cette logique-là. Si les enfants n'ont pas été patients, parce que ce qu'ils vivent, c'est quand même assez difficile. Oui. Il faut quand même, après avoir fait le gendarme, il faut maintenant les appeler parce que c'est une urgence. Oui. C'est une urgence. Et je pense que ce qu'ils ont fait, pour la plupart, c'était spontané. C'était un cri de cœur. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre de l'essence pour aller au boulot. Parce que le directeur général de l'ANP a beau présenter tout ce qui se fait comme un exploit, mais il y a quand même des failles. Les gens n'ont pas été payés. Les gens n'ont pas été payés à temps. Ils travaillent depuis septembre. Oui. Donc on ne peut pas leur demander de se taire tout le temps. Oui. Parce qu'on a besoin d'enseignants dans les classes et non pas de gardiens d'enfants dans les classes. Alors la grève des aspirants, n'est-ce pas, fut une maladresse. Est-ce que vous pensez que la réaction du gouvernement a été également trop dure? C'est ce que j'ai dit. C'est pas bien de réagir de cette façon-là. C'est ça. En fait, c'était extrême de résilier les contrats. C'était extrême. Parce que dès que la menace a commencé, les camarades ont reculé. Et quand on est parent, ce qu'on nous apprend, on ne tue pas le pécheur. On corrige le pécheur. On discute avec le pécheur pour lui permettre de changer. C'est ce que le gouvernement aurait dû faire. La pédagogie n'a pas été bonne. Ça a été trop expéditif et trop dur. Et ce que nous sommes dans la logique aujourd'hui, nous avons la COSI et la CSA Bénin ont déposé une demande de convocation de la commission de négociation du gouvernement central. Et le point principal, c'est la situation des aspirants, parce que nous voulons plaider pour que le gouvernement rapporte la décision de suspension des contrats pour les enfants. Chose paradoxale, sous d'autres options, vous aurez vu, Confédération brandir aussi des menaces de grève par-ci par-là pour soutenir tout au moins les AME qui se retrouvent en situation compliquée là. Ce sont des travailleurs aussi. Oui, mais écoutez, quand vous voulez aller en grève, vous prévenez votre confédération, mais une confédération. Une confédération, c'est quand même une institution.
pour aller en grève aujourd'hui, il faut qu'on parle, on prépare la grève. Oui. On ne va pas en grève pour le plaisir d'y aller, pour échouer avec ceux qui veulent échouer. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas vu des gens. Mais cela étant dit, ils ont besoin d'être soutenus. Mais d'être soutenus non pas par la grève, parce que même les syndicats aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, la crise de confiance entre militants et hiérarchie syndicale, on n'a pas encore fini de juguler cela. Donc quand vous n'avez pas les conditions réunies pour aller au combat, vous n'allez pas au combat comme à l'aventure. Donc voilà pourquoi je vais insister pour dire que pour ce qui concerne la CSA Bénin, nous nous préparons. Non pas pour aller en grève forcément, mais il se pourrait qu'un jour on aille en grève. Et si nous devons aller en grève, vous verrez que c'est une grève qui va réussir, parce que c'est une grève qui va être suffisamment préparée. En résumé, l'envie d'aller en grève ne vous manque pas? Non, vous savez, il y a des motifs d'être mécontent en tant que travailleur, de ne pas être satisfait en tant que travailleur, vous le savez très bien. Et quand un travailleur n'est pas satisfait et qu'il n'a pas l'occasion de discuter, il peut avoir tendance à utiliser l'arme de la grève. Donc, l'envie, je veux dire, plutôt que de parler d'envie, je parlerai des occasions, des motifs d'aller en grève ne manquent pas. Mais nous devons comprendre également, en tant que gouvernement, que le fait de réduire la marge de manœuvre pour l'exercice du droit de grève est une mauvaise solution à un problème réel. Et qu'il est temps que nous puissions discuter pour revoir un certain nombre de lois qui ont été prises. Vous n'avez toujours pas encore digéré cette affaire de grève, hein? Non, vous savez, on n'est pas fiers. Quand nous sortons, on n'est pas fiers qu'on puisse dire qu'au Bénin, nous en sommes arrivés là, alors qu'il y avait d'autres solutions qu'on pouvait trouver. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas incompris quand vous louiez tantôt cet effort qui est fait par votre confédération pour une autre lutte, une autre forme de lutte, et que vous, en même temps, vous dénoncez la grève qui a été réglementée, régentée? La grève nous permettait depuis quelques années d'obtenir quoi, Herman? Véritablement. Tu sais très bien, tu couvres nos actualités. La grève, depuis plusieurs années, nous permettait d'obtenir quoi? Donc, elle a été utilisée. Vous ne pouvez pas afficher fièrement, en public, dire nous avons fait une grève qui a duré 3 mois. Ça ne se comprend pas. Une grève qui dure une semaine est une grève qui a déjà échoué si l'employeur n'a pas réagi. La grève, c'est pour faire mal à quelqu'un. Je te fais mal pendant une semaine, tu n'as pas bougé. Et je ne revois pas ma méthode. Ça n'a pas de sens. Donc, nous avons, à un moment donné, il faut le reconnaître, galvaudé la grève. Nous et le gouvernement, nous et le gouvernement, parce que les réponses que nous avions en face, les attitudes que nous avions en face, nous conditionnaient pour aller constamment en grève. Et nous avons fini par en abuser. Et aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité de la grève, de la loi sur la grève, et nous devons nous en accommoder et faire en sorte d'obtenir des résultats sans forcément aller vers la grève. Alors que, Herman Agnambo, si vous permettez, nous allons aborder maintenant les enjeux sociaux actuels, n'est-ce pas, et les projections pour 2022 qui n'est pas loin, puisque d'ailleurs le chef de l'État, lors de sa prestation de serment pour le second mandat, a annoncé que ce second mandat sera hautement social, et donc Conseil des ministres tout récemment, des mesures ont été annoncées. C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Comment la CSA Bénin a perçu les choses? Vous savez, c'est une vieille revendication pour l'ensemble des travailleurs, cette augmentation de salaire. On l'a toujours demandé. Donc, vous demandez quelque chose à quelqu'un qui doit le donner, qui n'a pas réagi pendant des années et qui finit par dire « je veux le donner ». Vous dites « ouf ». Donc, on est content de ça. Et au niveau de la CSA, nous avons décidé de relayer cet engagement de façon à ce qu'on ne puisse jamais revenir en arrière. En fait, il s'agit de prendre le tam-tam et de dire partout, le gouvernement a dit qu'il va augmenter les salaires. C'est déjà ça. Et il faut saluer cette volonté de donner satisfaction à une revendication de vieille date. Moi, j'ai vu 2 aspects qui m'ont satisfait. C'est d'abord l'annonce, mais ensuite, l'engagement qui a été pris de discuter avec les partenaires sociaux pour la mise en œuvre de la mesure. Nous avons toujours demandé que le dialogue social soit au cœur de l'action du gouvernement. Et pour une fois que le gouvernement, sans pression, décide de discuter avec nous pour appliquer une mesure, il faut applaudir et lui demander d'aller vite. Toutefois, puisque nous parlons de promesses, parce que c'est dans le PAG, et le PAG c'est de 2021 à 2026,
Si demain le gouvernement n'est pas de bonne foi, il pourrait dire, j'ai annoncé ça dans le PAG, mais si je le fais en 2026, je n'ai pas encore renié mon engagement. C'est pour cela que je voudrais demander au gouvernement d'aller assez vite. Surtout sur cet aspect. Sur cet aspect de l'augmentation du salaire, il faut aller assez vite. Et que... Avec des rappels aux besoins. On verra. C'est 2021-2026. On verra. On verra. Pour que 2026, non, il faut le faire maintenant. Parce que vous savez très bien que la situation sociale le recommande. C'est heureux que le chef de l'État l'ait compris. Maintenant, c'est à nous de nous préparer pour aller à cette rencontre qui doit être une rencontre technique. Et non pas pour aller parler simplement. Nous devons pouvoir nous préparer nos arguments pour que l'augmentation annoncée ne soit pas dérisoire et ridicule. Voilà, j'allais venir à ce niveau, puisque cette augmentation de salaire fait appel à des modalités variées, Peut-être on va travailler sur l'augmentation du SMIC, l'augmentation de ci et de ça. Quels sont les aspects, n'est-ce pas, qui arrangeraient les travailleurs selon vous? Ou bien vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous reculer, travailler d'abord avant de venir convaincre l'employeur, l'État central. Il faut agir sur le point indiciaire. C'est ça. C'est déjà ça. Sur le point indiciaire. Il faut l'augmenter. Et l'augmenter, on n'obtient jamais une augmentation à la hauteur des besoins. Mais il faut que, de mon point de vue, il y ait un minimum acceptable. Je ne vais pas donner de chiffres ici. Pour ne pas devancer les discussions. Alors pour la CSA Bénin, la priorité, ce n'est pas le SMIC, mais Non, j'en arrive. Non. D'accord. Par rapport à l'annonce du gouvernement, ce sont les salaires et certainement les pensions. Je l'espère en tout cas. Et les pensions. Ce que je voudrais dire au gouvernement sur le SMIC, c'est que nous ne pouvons pas attendre les discussions annoncées par le gouvernement. Par rapport au SMIC, c'est une super urgence. Parce qu'il y a des drames sociaux qui se jouent aujourd'hui. 40 000 francs, ce n'est pas possible de vivre avec. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de ne pas attendre les échanges avec les syndicats, mais d'annoncer déjà, de façon concrète et précise, l'augmentation du SMIC. Et ce que nous demandons, c'est une augmentation consistante sur le SMIC. Ça va être un signal fort de cet engagement qui a été pris, que le mandat serait hautement social. Parce que quand je fais une comparaison entre ma situation à moi et la situation de quelqu'un qui est au SMIC, moi je ne peux pas me plaindre. Vous comprenez ce que je dis? Donc si nous pouvons patienter encore quelques jours, que le gouvernement revoie ses notes et nous appelle pour discuter, celui qui est au SMIC n'a pas le temps d'attendre. Voilà pourquoi le gouvernement doit pouvoir aller rapidement faire cette augmentation. Dernier point sur cette question de d'augmentation du salaire. On peut augmenter un salaire qui ne sert plus à grand chose pour les travailleurs. C'est-à-dire? Parce que le gouvernement, logiquement, a commencé à communiquer sur ce qu'il va faire. Ce n'est pas encore fait, mais il a commencé à communiquer. Ce qui est normal, hein, c'est un gouvernement qui veut montrer qu'il travaille correctement pour nous. Quand vous faites ça, le risque c'est que mon propriétaire va ajuster les prix. Il y a forcément inflation. La vendeuse de maïs va ajuster les prix. Le pain va augmenter forcément. Et donc ce qui est pris peut passer directement dans l'inflation. D'où ma suggestion que le gouvernement fasse les efforts pour faire le contrôle des prix. On en a besoin. L'inflation, elle est là aujourd'hui. Le taux de pauvreté pour les chiffres officiels, c'est autour de 40% dans notre pays. C'est pas négligeable. Je pense que le gouvernement doit cesser de laisser jouer les règles du marché. C'est l'option qu'on a faite au cours de la conférence nationale. Cette option doit être tropicalisée en tenant compte de nos réalités. Nos réalités, c'est ce que j'ai dit. Le taux de chômage, c'est l'informel. Quand c'est comme ça, un gouvernement doit comprendre que l'État doit jouer son rôle de régulateur. Donc, faire le contrôle des prix. Surtout depuis que nous sommes en pandémie Covid. Vous connaissez le transport. Ça a explosé. Donc, il faut faire en sorte que l'augmentation annoncée soit accompagnée par des mesures concrètes pour contrôler les prix.
Et là, le gouvernement nous aurait rendu service. D'accord, vous parlez tout à l'heure du coronavirus, on va développer puisque tout récemment, en raison donc du coronavirus, entre-temps, le gouvernement avait restreint des manifestations culturelles et autres. La mesure a été levée tout récemment en Conseil des ministres. Comment vous avez perçu cela? Je n'ai pas les chiffres, malheureusement. Je n'ai pas les derniers chiffres sur l'évolution de la pandémie. Oui. Je veux croire en la bonne foi du gouvernement qui estime que la situation est plus ou moins maîtrisée aujourd'hui. Pendant que dans d'autres pays, les restrictions ont repris le droit de citer. Oui. Et donc, si les mesures prises par le gouvernement, vous savez que sur la question de la Covid et de la gestion de la pandémie, le gouvernement quand même l'a fait en grande partie avec beaucoup d'intelligence. Ça, il faut l'avouer. Nous étions en panique, il y avait quand même de la sérénité pour gérer certaines choses. Le cordon sanitaire, voilà. Le confinement. Exactement. Quand vous allez à l'aéroport, à l'aller comme au retour, vous devez faire les tests alors qu'ailleurs, quand vous revenez après un test de départ, vous ne le faites plus. Donc, il y a des mesures qui ont certainement permis qu'on parle de maîtrise. Si la maîtrise, je ne peux que saluer cette mesure parce qu'elle permet à des activités économiques de reprendre. Et ça, c'est important. Les bars qui avaient fermé, les discothèques qui avaient fermé, c'est des gains-pains pour beaucoup de personnes. Donc, les artistes qui ne pouvaient plus. J'ai suivi plusieurs cris de cœur de plusieurs artistes sur les réseaux sociaux qui se plaignaient, qui ne pouvaient plus se tenir. Donc, c'est tant mieux. Ça veut dire que le gouvernement est à l'écoute, mais il faut quand même continuer avec les mesures barrières, toute la sensibilisation qu'il faut, la communication qui permettent à tout le monde de rester prudent et de ne pas prendre trop de risques. Alors, le budget exercice 2022 est bien volumineux, mais certainement que vous avez parcouru quelques pages, le social surtout qui intéresse les populations. Si on s'en tient encore à cette promesse du chef de l'État, est-ce que vous pensez que ce social est au rendez-vous dans le budget exercice 2022 voté récemment par les députés à l'Assemblée nationale? Je dirais oui, d'abord, puis je vais nuancer par la suite. Allons-y. Oui, parce que j'ai déjà eu l'occasion de dire que le social a plusieurs aspects pour un gouvernement. Construire une école, construire un marché, donner à manger à nos enfants à travers une cantine scolaire, vous êtes d'accord avec moi que c'est du social. Ouais. Nous avons tendance à parler du social en regardant le salaire des salariés. Il n'y a pas que les salariés dans un pays. Et ça, il faut en être conscient. Quand on prend ces aspects-là, oui, quand vous parcourez le budget, le social est présent. Parce que on a aujourd'hui augmenté le nombre des écoles qui vont bénéficier des cantines scolaires. Des cantines scolaires sur le territoire national. Et c'est une réalité que les cantines ont permis le taux de rétention de s'améliorer pour les enfants. Les cantines ont permis à des enfants de continuer leur scolarité. Donc, c'est du social. Dans le budget, vous allez voir qu'on reparle des marchés à construire, on reparle des écoles à construire. Et donc, tout cela, c'est du social. Il y a aussi l'assurance maladie qui... Je voulais en parler justement. L'Arche, aujourd'hui, va s'étendre à toutes les communes du Bénin. Et quand on sait ce que peut créer une situation sanitaire dans un budget pour un ménage, on comprend bien que si l'Arche peut vraiment fonctionner comme on nous le présente, ça peut être formidable en termes de social, en termes de filet social. Donc, le social est bien présent dans le budget. Je voudrais nuancer en disant que ce social a besoin quand même, quand on tient compte de la position des salariés, des travailleurs dans un pays, quand on tient compte de la position qu'ils occupent dans la société, dans les familles, on a besoin quand même de regarder du côté des travailleurs. Parce que le gouvernement nous présente tous les jours le bilan économique comme étant un bilan élogieux. Si nous avons créé de la richesse, ce ne sont pas les membres du gouvernement uniquement qui ont créé de la richesse. Ce sont les travailleurs, c'est vous et moi. Et donc, la répartition juste et équitable de la richesse créée par tous doit regarder également... doit prendre en compte également les travailleurs. Je crois que c'est ça que le gouvernement a compris en annonçant donc cette augmentation qui va venir. Et j'espère qu'elle sera à la hauteur donc, de l'espérance qui a été créée par cette annonce. Mais il y a aussi cette couche-là qui n'est pas travailleur. Laquelle? Les couches, les formels,
Ce sont des travailleurs. Oui, mais qui n'est pas rémunéré par l'État Oui. et qui donc ne peut pas revendiquer une revalorisation du salaire, encore moins un SMIC quelque part. Qu'est-ce que vous faites pour ce secteur-là? Vous savez, vous posez un problème très important. L'informel est l'un des secteurs que nous voulons organiser au niveau de toutes les confédérations. Vous avez la fédération de l'informel. Il y a du travail qui se fait. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire cette transition en douce de l'informel vers le formel. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la pièce entre un peu dans ce cadre-là. Oui. Maintenant, il s'agit de l'accompagner. Oui. Mais ne me demandez pas de ne pas réclamer des choses pour les salariés parce que le gouvernement n'est pas dans une relation d'employeur-employé avec l'informel. D'accord? Je commence déjà par demander ce que le gouvernement peut donner directement à ce qui est formel. Ce qui est formel. Ensuite, au niveau de l'informel, il faut que les mesures qui ont été annoncées, certaines ont déjà commencé à être prises. Réduire par exemple les impôts, réduire un certain nombre de tasses pour permettre aux gens de pouvoir faire des activités et espérer. Les former également aux petites questions de gestion. Tout cela se fait au niveau des centrales. Et ça peut être accompagné par un gouvernement qui a les moyens et le dispositif qu'il faut pour pouvoir mieux réussir que nous. Voilà. Donc chaque secteur peut demander l'accompagnement qui lui correspond et qui lui permet encore de vivre mieux. D'accord, on ira très rapidement puisque le temps ne nous suffit plus. Comment se porte le dialogue social entre le syndicat, sinon les syndicats, et le gouvernement? Il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Le dialogue institutionnel ne se porte pas bien. Ça, il faut le dire. Nous sommes toujours restés dans ce folklorisme où on vient énumérer les revendications, on n'a vraiment jamais de solution. Parce que, je l'avais déjà dit, le jeu des acteurs n'est pas bien. C'est ça. Tous les acteurs, et aussi bien nous que les gouvernants. Pensez-vous qu'au niveau du gouvernement, n'est-ce pas, on ne joue pas franc jeu aussi? Non, on ne joue pas franc jeu. Ça, il faut le dire. Mais je vous ai dit, on ne peut pas utiliser le dialogue uniquement pour éteindre les feux. Le dialogue est un outil de prévention également des conflits. Et pour cela, il doit fonctionner de façon régulière. On n'a pas la régularité. C'est la périodicité qui manque, la régularité. Ça manque. Le contenu également. Quand vous allez discuter avec quelqu'un à qui on a délégué le pouvoir de venir représenter et qui n'a pas l'autorité qui accompagne le pouvoir, il y a un problème. Vous faites du surplace. Parce que quand vous finissez de parler, il est obligé de dire « j'irai rendre compte ». Un dialogue ne peut pas se passer comme ça. Quand vous envoyez quelqu'un dialoguer, vous lui donnez le mandat entier, pleinement, et il sait exactement ce qu'il peut donner, ce qu'il ne peut pas considérer. Encore faudrait-il aussi qu'à votre niveau, que vous ayez des éléments techniques pour pouvoir vraiment... Et c'est ce que vous avez déjà commencé par faire. Et c'est ce que j'ai dit, que le jeu des acteurs est détestable. Donc nous avons tous besoin de faire les efforts. Mais encore plus le gouvernement, qui doit agir pour la régularité, pour nous permettre le plein fonctionnement des causées de dialogue social. Quelques questions pêle-mêle. D'accord, on ne va pas vous laisser ici partir sans avoir votre appréciation, sinon votre lecture sur certains faits d'actualité, notamment les condamnations de Réki Amadougou à 20 ans, Joël Aïvo à 10 ans par la Criette. Comment réagit la CSA Bénin face à cette actualité? Je vais dire avec les polémiques qui l'accompagnent, il faut le reconnaître. Oui, le monde politique est un monde de polémique, il faut le savoir. Et là, nous sommes dans le combat politique. Et je pense que le combat politique n'est pas pour les enfants de cœur. Ça, c'est déjà ça le premier commentaire que je fais. J'ai suivi plusieurs fois le chef de l'État. Quand les gens lui ont fait la doléance d'agir pour que les tensions baissent, notamment la libération des prisonniers, le chef de l'État a toujours dit « je ne vais pas interférer dans le fonctionnement de la justice. J'ai des pouvoirs qui sont bien définis. Laissons faire la justice. » Je souhaite sincèrement qu'il n'oublie pas cet engagement-là. La justice va terminer. Il est le seul aujourd'hui en mesure d'agir pour voir si ceux qui sont en face sont effectivement de mauvaise foi. On a besoin de poser des actes forts. Et tout le monde sait que la tension n'est pas compatible avec le développement
et les performances pour un pays. Oui, oui. Donc, si le premier magistrat lui-même comprend qu'il est dans une position qui lui permet d'apporter le dégel, je voudrais l'encourager vraiment à le faire. D'accord. Le nom Bénin est menacé, Herman Niambossou, parce que le temps est passé. N'est-ce pas? Le nom Bénin est menacé par des attaques djihadistes. Quelle est votre réaction? C'est dommage, hein? C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Ça nous pendait au nez, c'est vrai, parce qu'on est proche de leur zone d'influence. Et malheureusement, on a commencé à avoir... Je pense que nous devons trouver les voies et moyens. Il y a la réponse politique, mais il y a la réponse militaire, mais il y a également la réponse politique. Cette unité d'action qui doit réunir tous les pays concernés pour nous permettre rapidement de juguler cette horreur-là. On n'en a pas besoin dans notre pays. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Vous voulez aller au nord aujourd'hui, vos parents disent est-ce que c'est prudent d'y aller? Le Bénin n'a pas mérité cela. Merci Assane Moussou. Votre mot de la fin? Je voudrais vous remercier pour cette invitation et remercier également à travers votre caméra tous les travailleurs de la CSA Bénin pour la confiance qu'ils ont placée en nous et prendre l'engagement que nous allons travailler pour le rayonnement de la Confédération. Nous avons besoin juste de leur soutien. Ce soutien, s'ils nous le donnent, ça nous permettra donc de leur offrir ce qu'ils souhaitent tous, c'est-à-dire une CSA Bénin forte, représentative, crédible et qui étend sa crédibilité aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Assane Moussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, merci d'être passé sur Zone Franche. Merci également à vous, Wakab Alikpara. Merci à nos auditeurs des radios partenaires. On se retrouve dimanche prochain. Et bonne chance à Anselme Moussou. Tout à fait.